Echoes Studio. Bienvenue dans The Big Shift, Théo. Merci Xavier, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, et puis bienvenue aux auditeurs dans The Big Shift. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui me touche assez personnellement en étant entrepreneur. Et certains des auditeurs le savent peut-être, mais du coup, j'ai une société de production de podcasts, donc à côté du podcast de The Big Shift. Et se pose toujours la question de comment est-ce que je fais grandir ma société, qu'est-ce que je peux faire pour la faire grandir. Est-ce qu'une start-up comme la mienne a le droit d'être en croissance? Donc aujourd'hui, c'est des mots qui peuvent faire un peu peur quand on parle d'écologie, croissance, décroissance. Et donc aujourd'hui, j'ai avec moi Théo pour en parler. Théo qui fait du growth hacking, donc qui est un terme un peu galvaudé pour dire un pirate de croissance qui va donc trouver des techniques pour faire grandir des entreprises plus vite qu'avec des techniques traditionnelles, entre guillemets. Et donc voilà, on va voir comment est-ce qu'on peut appliquer ça à des thématiques écologiques, sociales, solidaires, et voir que, bon, je vais pas vous spoiler la fin de l'épisode, mais voir que on a la possibilité d'avoir d'utiliser des techniques d'aujourd'hui pour faire grandir des projets qui sont des projets à impact. Et bien avant de commencer, Théo, tu le feras bien mieux que moi. Est-ce que tu peux te présenter? Je fais juste un petit disclaimer, c'est que cet épisode, il est enregistré à distance parce que Théo est en Espagne, il habite à Valence. Donc on le fait de moins en moins souvent, mais là, ça vaut vraiment le coup. Donc je vous laisse avec Théo qui va se présenter rapidement. Ok, super. Déjà, un grand merci Xavier pour l'invitation. C'est un plaisir de pouvoir être à ton micro aujourd'hui, même à distance. J'imagine que tu veux savoir un petit peu mon parcours. Ouais, si tu peux revenir sur tes anciens jobs. Est-ce que tu as toujours bossé en Espagne? Ouais. Pourquoi est-ce que tu es parti du coup, si c'est une raison pro? Est-ce que tu as eu un déclic écologique? Qu'est-ce que tu faisais dans ton ancien job déjà? J'ai commencé, j'ai fait des études en école de commerce. À l'époque, j'avais pas du tout eu ce déclic sur l'écologie. Ouais. Quand j'ai commencé mes études, j'ai fait une école de commerce un peu par défaut. C'était pas forcément ce que je voulais faire, mais j'écoutais beaucoup l'avis des gens autour de moi. De tes parents. Par exemple, de mes parents, qui comptaient sur moi pour avoir une belle carrière. Et cette école de commerce, elle m'a permis de rentrer en dernière année en alternance dans un grand groupe du CAC 40, une ESN, Capgemini. Voilà, donc avec du consulting informatique, j'ai commencé chez Capgemini du coup à Nice et j'ai continué ensuite à la fin de mes études. Et au bout de quelques années, en fait, je me suis rendu compte que le travail dans un grand groupe comme Capgemini, c'était pas forcément fait pour moi. Ok. Voilà, je me suis pas senti à ma place. Il y a beaucoup de politique aussi dans ces grands groupes et c'était clairement pas quelque chose que j'avais envie d'avoir dans mon travail. Je me sentais souvent une personne parmi d'autres et je pense que pour se démarquer, effectivement, faut être très fort en politique et c'était vraiment pas ce que je voulais faire, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, ok, quelle est la piste de sortie de cette expérience? Et en fait, j'ai rencontré une personne qui, elle, avait des envies de voyage, un peu, tout en ayant, elle, déjà eu cette prise de conscience écologique. Donc, en fait, c'était du voyage, mais Low assez carbone. proche de la maison. Ouais. Low carbone, pas assez, mais on y viendra petit à petit, ouais. Mais assez proche de la maison. Et en fait, elle m'a poussé un peu à sortir de cette situation confortable, même si j'allais au boulot un peu la boule au ventre quand j'étais chez Capgemini, on va pas se le cacher. Et je me suis lancé en tant qu'indépendant. Alors, j'ai commencé à le faire en faisant du dropshipping, ce qui est là aussi tout sauf éthique. Ouais, tu vendais quoi comme type de produit? Histoire qu'on je enfonce vendais un des peu le produits couteau, tu sais. Ouais, je vendais des produits de décoration. Ok. Voilà. Mais le dropshipping, principalement, ce sont des produits chinois, d'accord, que moi, à l'époque, je le faisais sur une plateforme qui s'appelle Shopify, qui permet de te connecter à une grosse plateforme chinoise qui s'appelle Alibaba, et plus particulièrement AliExpress, qui est la plateforme e-commerce d'Alibaba. Et du coup, j'ai commencé à créer un site internet et à vendre des produits de décoration qui venaient de la Chine, donc qui venaient d'Alibaba, quoi.
Mais avec un beau marketing, avec une belle couche d'image pour donner envie. Voilà. En fait, il faut savoir que le dropshipping, c'est ni plus ni moins, quand on est un acteur du dropshipping, on est ni plus ni moins en fait qu'un intermédiaire entre un vendeur, qui là pour le coup était le fabricant chinois, et un client, qui pouvait être une personne un peu partout dans le monde, plutôt en Europe dans mon cas. Et en fait, mon travail à moi, c'était de rendre mon site suffisamment attirant et d'avoir un marketing suffisamment bon pour réussir à vendre mes produits. Okay. Petit à petit, j'ai eu un peu une crise de conscience parce que je me rendais compte que voilà, c'était... Et t'étais bon déjà ou pas? Ouais. Ça marchait bien? J'étais bon, ça marchait. Voilà, de là, je roulais pas sur l'or, hein, clairement pas en faisant ça, mais ça fonctionnait, quoi. Et si tu veux, c'est à cette période-là où j'ai commencé à habiter en Espagne, donc quand j'étais aussi dans un pays où le niveau de vie est moins élevé, donc c'est plus facile aussi de vivre avec des plus petits revenus. Mais voilà, je me suis rendu compte progressivement que c'était clairement pas aligné avec mes valeurs, tu vois. Au fil du temps, je me suis aussi plus rendu compte de mes valeurs, quelles sont mes valeurs, etc. Donc moi, j'ai souvent suivi un peu encore une fois les autres, et puis parfois l'appât du gain aussi, en se disant bon bah voilà, en gros, si je gagne de l'argent, je vais être heureux, alors que non. Clairement pas, parce qu'on peut gagner beaucoup d'argent avec le dropshipping, mais on peut aussi flouer beaucoup de personnes. En plus, faire venir des produits de l'autre bout du monde, de mauvaise qualité, etc. On ne sait pas dans quelles conditions ils ont été fabriqués. Enfin voilà, c'était vraiment pas en accord avec mes valeurs, quoi. Donc progressivement, j'ai arrêté de le faire. Et par contre, j'ai utilisé les compétences que j'ai acquises pour travailler pour d'autres boîtes. Voilà, d'autres petites boîtes qui avaient des besoins. Et progressivement, j'ai apporté de plus en plus d'impact. Enfin, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur des projets qui étaient de plus en plus engagés parce que j'avais arrêté le dropshipping, mais je commençais par du B2C, du e-commerce. Donc, en gros, je faisais de la promotion de produits souvent qui, pour moi, n'étaient pas finalement nécessaires pour les gens. Ouais. Voilà. Donc, là aussi, je me disais, mais attends, t'es sûr que les gens ont vraiment besoin de ça, quoi? Parce que en fait, on cherche, quand on fait du growth hacking, du marketing, on cherche des moyens de vendre souvent à des gens des choses dont ils n'ont pas besoin. Enfin, voilà, c'est un des sujets sur lesquels on reviendra, parce que ça fait partie des paradoxes de l'activité de growth hacking. Mais effectivement, donc là, ce que tu me dis, c'est donc tu as commencé, donc tu faisais ton dropshipping, tu as eu un peu crise de conscience, et là, tu as commencé à arrêter ton propre dropshipping, mais à accompagner des marques à aller réussir à mieux vendre leurs propres produits à eux. Donc, que ce soit des produits utiles, besoins, ou des produits superflus et avec des besoins réels moins évidents. Alors, c'était souvent des produits e-commerce, donc il y a eu des produits de déco, des produits de mode, il y a eu des peluches made in France qui étaient de très bonne qualité, mais très souvent, c'était des produits dont les gens n'avaient pas forcément besoin. Enfin, voilà, en fait, je continuais à pousser à la consommation, on va dire. Et progressivement, du coup, j'étais un peu moins à l'aise en fait avec le fait de vendre des produits physiques. J'ai préféré basculer sur des produits plus serviciels, orientés B2B, voilà, type service, type logiciel, etc. SaaS. Et donc j'ai fait plus du marketing B2B. Voilà. Et c'est comme ça que aujourd'hui je fais exclusivement du marketing B2B, mais progressivement aussi, même en fait au fur et à mesure de mon que j'ai fait évoluer mon positionnement et mes compétences, j'ai aussi travaillé sur des projets qui étaient plus liés à des sujets pour répondre à des problématiques en termes d'écologie ou en termes social, etc. Donc notamment on est dans Time for the Planet, Team for the Planet maintenant, il s'appelle. Exact. À leur ça va début, prendre un peu de temps de réussir à faire le switch. Ouais, c'est vrai. Donc, je les ai pas mal aidés à leur début parce que moi, j'étais revenu sur Lyon ensuite. Alors, il faut savoir qu'entre-temps, je suis allé à Madrid, je suis allé à Lisbonne, etc. Donc là, je te passe un peu les détails. Mais j'étais revenu sur Lyon. Il y a ce super projet qui démarre, la Team for the Planet. Et donc, moi, je rencontre les cofondateurs et du coup, je leur ai filé un coup de main au début pour se lancer. Et là, je me suis dit, mais c'est vraiment trop bien de bosser sur des projets comme ça, quoi. Là, je me sens aligné avec qui je suis, au fond.
Et donc progressivement, j'ai fait rentrer plus de projets engagés dans les clients que j'accompagnais. Et aujourd'hui, c'est exclusivement des projets engagés, quoi, des projets impact. Bon, trop bien. C'est intéressant parce que ça résonne beaucoup avec l'épisode que j'ai enregistré avec Fabien Sécher de Job That Makes Sense il y a quelques jours, il y a quelques semaines, où tu vois, il me disait beaucoup, on parlait de reconversion et moi j'étais toujours en mode reconversion, change de métier, change de secteur, etc. Il me dit non, en fait, c'est pas du tout ça. Reconversion ou transition professionnelle, en fait, tu as déjà acquis des compétences qui sont hyper intéressantes et même si tu les mettais pas à profit d'un projet qui a du sens pour toi à l'époque, c'est des compétences qui sont hyper intéressantes et que tu peux retrouver dans un contexte qui est beaucoup plus durable, beaucoup plus souhaitable. Et donc, en fait, si c'est une question que vous vous posez là en écoutant l'épisode, vous n'avez pas besoin de repartir de zéro. En fait, il y a énormément de choses que vous avez apprises et que vous pouvez utiliser dans un nouveau contexte. Et c'est aussi ça le principe de cette transition pro qui est hyper intéressant. Et je trouve que tu es un très, très bon exemple de ce genre de transition. Ouais. Alors, pour la petite anecdote, je connais très bien Fabien puisqu'on a travaillé ensemble sur Jobs That Make Sense d'ailleurs. Et du coup, ça a été Jobs That Make Sense, un de mes premiers clients à impact, justement. Alors, il y a une deuxième question qui me vient, tu vois, c'est, tu dis, j'ai commencé à faire rentrer des projets de plus en plus à impact. Ouais. Il y a beaucoup de boîtes qui se disent, moi, j'ai envie d'accompagner des projets à impact, mais qui n'arrivent pas parce que ils n'arrivent pas à trouver les projets, parce qu'ils n'arrivent pas, parce que les boîtes à impact ont moins de fonds, parce que et c'est un sujet que j'ai assez fréquemment moi-même au quotidien. Et du coup, comment est-ce que tu as utilisé tes compétences pour aller justement chercher ces nouveaux clients et accompagner ces nouveaux clients? Comment est-ce que tu as réussi à transformer ton portefeuille pour accompagner plus de boîtes qui sont des boîtes en ligne avec tes valeurs écolo? Alors, ça s'est fait progressivement. Comme je te dis au début, j'ai bossé avec Time for the Planet déjà, qui m'a mis un pied à l'étrier. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment trop bien. Il faut que je continue là-dedans. Donc là, après, j'ai cherché activement des clients avec de l'impact. C'est quoi chercher activement? C'est tu vas aller rencontrer du monde ou tu vas te faire des listes de prospects et tu vas les contacter une à une en leur disant j'ai envie de vous accompagner, comment est-ce qu'on fait? Ou tu proposes quelque chose qui va un peu dans les deux sens? Est-ce qu'on peut faire une collaboration où je vous apporte ça, vous m'apportez ça? Comment est-ce que tu pitches ton truc? Là, par exemple, pour Time for the Planet, c'était du bénévolat, quoi. Ouais. Très clairement. Okay. Donc, tu vois, c'était en gros, je bossais à côté de mes clients pour pouvoir les aider. Et j'étais convaincu que ce projet allait avoir du succès parce que voilà, les fondateurs sont vraiment des personnes très solides. Et quand tu assistes à une conférence, en fait, tu sais que le projet, il est là pour durer. Ouais. Tu vois. Je dis souvent qu'il répond on parle souvent de product market fit en marketing et en grosse. Je dis que Time répond à un product planet fit, c'est-à-dire que il y a des vrais besoins aujourd'hui d'aller capter les gaz à effet de serre ou de les éviter, quoi. Voilà, si on veut respecter nos engagements pour le climat. Et eux, ils sont pile là-dedans, quoi. Ils sont pile là-dedans et ils le font avec des manières incroyables, notamment l'open source, etc. Le fait de lever une communauté aussi importante. Je savais que ça allait fonctionner, donc le fait de bosser sur un projet comme ça, je savais aussi que ça allait me donner une belle visibilité sur ce positionnement impact. Et ça a été le cas. Donc après, derrière, en fait, c'est plus simple d'aller toquer aux portes. Et concrètement, moi, c'est ce que je fais quand je suis à la recherche de nouvelles opportunités, c'est que je vais toquer aux portes, je vais essayer plein de choses. Ça, c'est un peu la méthodologie grosse. Ouais. Tester plein de manières d'aller contacter des gens, voilà, ça peut être proposer un feedback sur ce qu'ils font déjà, tu vois. Ça peut être leur proposer de faire du contenu ensemble. Ça peut être aller chercher les boîtes qui postent des offres d'emploi et leur dire, écoutez, moi, je suis pas forcément chaud pour un CDI ou un CDD, ce que vous me proposez, mais on peut quand même essayer de faire un test en freelance. Ça va être d'aller chercher des communautés. Tu vois, moi aussi, j'ai contacté Pierre Guilbeault, là, qui a créé cette communauté aussi sur le marketing, le gross marketing à impact. Et aujourd'hui, il y a plus de 300 personnes qui ont rejoint cette communauté privée. Et lui, il m'a filé mes premières missions aussi, tu vois. Donc, frapper à toutes les portes, quoi. Concrètement, essayer plein de choses et voir un peu ce qui
il y aura forcément quelque chose qui fonctionne, quoi. C'est quoi la méthode de growth hacking, tu vois, parce qu'on n'a pas trop défini ça, mais si on compare ça à du marketing traditionnel, en fait, c'est quoi la diff? Savoir que le growth hacking, ce sont des méthodes non conventionnelles d'apporter de la croissance à un projet. Ok, donc c'est beaucoup basé sur du test avec une méthodologie qui est on va tester sur des petites périodes qu'on appelle des sprints. Ouais. Et à la fin du sprint, on va analyser la donnée et voir si par rapport à nos objectifs qu'on s'était fixés en amont, bien sûr, on est sur quelque chose qui est positif et auquel cas qu'il faut continuer, ou quelque chose qui n'a pas fonctionné, auquel cas on l'arrête, quoi. Voilà, du test, de la donnée, et essayer de sortir un peu du cadre pour trouver des méthodes qui sortent un peu de ce qu'on connaît en termes de marketing, quoi. C'est un concept qui a été entendu pour la première fois dans les années 2010 dans la Silicon Valley. Ouais. Souvent, on l'attribue à Sean Ellis, qui est un pionnier de la Silicon Valley. Il y a beaucoup de boîtes qui se sont construites grâce à ça en partie. Il y a des exemples très connus comme ceux de Airbnb ou de Hotmail, mais ça, je vous invite à regarder. Et tu as des exemples un peu de ce qui diffère d'un truc un peu concret qu'on ferait différemment, tu vois, genre, qu'est-ce que c'est que, je sais pas, genre de l'acquisition client en marketing et de l'acquisition client en growth hacking. Ouais. Genre, je sais pas si on peut les comparer comme ça, mais évidemment, je pense que ça va un peu en complémentarité, mais souvent, la plupart du temps, en plus aujourd'hui, dans les grosses startups, c'est deux équipes différentes. Mais voilà, est-ce que c'est plutôt genre le marketing, c'est ceux qui vont aller créer du contenu, et le growth hacking, c'est ceux qui vont aller chercher des nouveaux moyens de contacter des prospects, des leads, comment est-ce que tu diffères ces trucs? En fait, je dirais que les deux équipes peuvent travailler ensemble, mais je pense que pour tester des nouveaux canaux, des nouvelles méthodes d'acquisition, le growth hacking est là, en fait, au début pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut imaginer, qu'est-ce qu'on peut tester, et une fois qu'on a quelque chose, une formule qui fonctionne bien, là, on peut la passer au marketing pour optimiser, affiner, etc. Donc, le marketing, pour moi, il gère des campagnes assez traditionnelles. Et le growth hacking, ils sont là pour tester des choses qui sortent un peu de ce qu'on fait habituellement, quoi, concrètement. Tu vois, typiquement, tu peux faire de la pub sur Facebook, sur Google, sur TikTok, etc. Ça, c'est du marketing. Mais tu peux tester, même au sein de la pub, une nouvelle manière de faire. Tu vois, il y a plein de fonctionnalités si on prend Instagram, par exemple, tu as plein de fonctionnalités qui existent. Tu as plein de manières de créer du contenu qui sont possibles. Tu peux faire des réels, tu peux faire du visuel sur le feed. Tu peux faire du contact direct des personnes en message privé. Tu peux aller commenter des posts existants, etc. Enfin, il y a plein de manières de te rendre visible. Et ça, c'est plutôt si t'as un état d'esprit grosse, c'est plutôt le grosse qui va aller tester toutes ces petites subtilités qui vont te permettre de trouver quelque chose de nouveau, quoi. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur la partie croissance, du coup? Ouais. Il y a un peu une éthique, si tu veux, de l'utilisation de ces canaux marketing un peu à outrance, tu vois, où on associe souvent le gros au fait d'être peut-être un peu harceleur de tes prospects, à peut-être le fait de sortir de la boîte de réflexion à éventuellement passer la limite de ce qui est OK ou pas OK, ou alors la frôler à chaque fois. Aussi le principe de pousser à la surconsommation donc on en parlait tout à l'heure, sur des produits ou des services qui ne sont pas forcément des besoins immédiats. Comment est-ce que avec tes projets actuels, comment est-ce que tu gères cette limite? Comment est-ce que tu te dis, OK, est-ce que tu te mets les mêmes limites d'ailleurs qu'une équipe de grosses normale, où tu te dis, en fait, c'est pour, mon projet, il est positif, donc j'ai tout intérêt à le développer, et même si je dois enfreindre quelques petites règles, je sais pas, de RGPD ou ce genre de choses, je fonce parce qu'en fait, il y a un intérêt général. Ou est-ce que tu te dis, OK, il faut respecter ça, et même si mon projet se développe plus lentement, c'est un peu dommage, mais au moins, je serai dans les clous surtout sur mon développement de croissance. Tu vois, est-ce qu'il y a un truc où tu peux te dire, si le projet que j'accompagne est un projet d'intérêt général, je peux utiliser toutes les méthodes qui sont utilisées traditionnellement ou pas? Déjà, moi, j'ai tendance à penser que dans un monde parfait,
le marketing, le gros, les ventes, etc. Tout ça, ça n'existe pas. Ok, un bon démarrage pour ton pitch de carrière, je pense. Pour moi, tout ça, pour moi, c'est intimement lié au capitalisme et à la mise en concurrence, etc. Donc, voilà, c'est des convictions personnelles. Mais bon, on n'est pas dans un monde parfait. Les projets engagés, ils doivent se battre avec les mêmes armes que les autres. Et je pense que du coup, c'est plutôt ça mon point de vue sur le bourse. Je continuerai à le faire, à utiliser les mêmes armes que les autres pour ces projets engagés, parce que sinon, en gros, tu les pénalises, quoi. Et j'ai eu une discussion courte mais intéressante avec Léo Miranda, qui est en charge du marketing chez la Nef. Ouais. Je sais qu'ils ont un peu les mêmes réflexions au sujet du marketing. C'est quelque chose dont on discute pas mal. Voilà, sachant que on fait du contenu aussi chez Beyond Growth, qui est mon entreprise, et on va bientôt l'interroger sur ces sujets-là. Donc ça va être intéressant aussi d'avoir son point de vue un peu plus long. Mais lui aussi, il est convaincu que finalement il faut utiliser les mêmes armes que les autres, parce que sinon tu condamnes ton projet à avoir potentiellement moins de visibilité. Et je pense aussi à rester un peu dans l'entre-soi des personnes qui ont déjà eu cette prise de conscience écologique, sociale. Ouais, je suis d'accord. Et d'un autre côté, tu vois, la question qui se pose derrière, c'est est-ce que quand tu utilises tu vois, je sais pas, alors par exemple, tu me parlais de faire de l'automatisation pour aller commenter des posts Instagram tous les jours, pour aller faire semblant que tu vas aller parler à quelqu'un alors que c'est un robot qui va lui parler. En fait, tu légitimes ce genre d'action en les utilisant, et tu fais perpétuer un système où toi-même, tu vois, t'es pas à l'aise avec. Donc, comment est-ce que tu fais le compromis entre ces deux trucs, tu vois? Est-ce que tu te dis, en fait, non, pas de compromis, je dois utiliser ces outils, je les utilise? Ou est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, OK, moi, j'essaye de faire les choses différemment parce que je bosse sur un projet impact qui est un peu différent? Alors, j'ai pris l'exemple d'Instagram tout à l'heure, mais c'est pas vraiment mon champ de compétences. Moi, je suis plus sur, du coup, comme tu le sais, comme je disais tout à l'heure, de B2B. Ouais. Donc, ce qui peut s'apparenter, par exemple, à aller envoyer des messages sur Instagram, c'est plutôt le faire sur LinkedIn, ouais. ou via de l'emailing. D'accord. En fait, souvent la question qu'on me pose quand on me dit, quand j'ai des prospects qui discutent avec moi pour savoir comment je fais exactement, et qui ont aussi cette envie qu'on fasse les choses bien, ils me disent, OK, mais là, en fait, si on utilise ce canal, c'est un peu du spam, quoi. On va saouler les gens, on va leur envoyer des choses qui sont pas personnalisées, etc. En soi, du coup, c'est le bon équilibre à trouver entre l'utilisation de ces outils et la qualité avec laquelle tu vas les utiliser. Les bons messages, les bonnes audiences, tu vois, pour essayer de rester pertinent et justement éviter de faire du spam, éviter de faire du volume pour faire du volume, etc. Aujourd'hui, moi, je suis le premier à recevoir des dizaines de messages, de mails par semaine de personnes qui essaient de vendre, qui essaient de me vendre des produits, des services qui sont pas du tout adaptés à ce que je veux faire. Ouais. Donc après, c'est trouver le bon équilibre pour utiliser ces canaux qui te permettent d'aller plus loin, d'accélérer, de gagner du temps, etc. Et donc de donner plus de visibilité et d'impact à ton projet, mais aussi le faire de la bonne manière, en contactant les bonnes personnes avec les bons messages au bon moment. Ouais, etc. Donc toi, tu dis que le ciblage, en fait, de tes campagnes de growth est hyper important pour être aligné et pour la qualité du message que tu portes et la qualité de ta proposition de valeur par rapport à ton client. Exact. Et rester dans les clous un maximum. Tu parlais du RGPD tout à l'heure, Ouais. tu vois, donc typiquement, on respecte ça. Et de la transparence aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on nous demande, OK, est-ce que c'est une campagne automatisée que vous m'avez envoyée, on peut dire oui, c'est une campagne automatisée, et on explique pourquoi on le fait. On n'a pas de problème à le faire, parce que on sait que potentiellement c'est pour la bonne cause. Ouais. Quand tu accompagnes des marques sur ces projets, on dit souvent que le gros, en fait, je sais pas, investir 100, ça permet de te rapporter 1000. Comment est-ce que du coup tu fais tes pricing? Comment est-ce que tu accompagnes tes marques? Parce que du coup, il y a aussi ce côté, quand on parle de développement, de croissance, pour des boîtes en hyper croissance,
on a tendance à dire, en fait, oui, la rémunération des commerciaux doit être très, très élevée parce que eux, ils apportent une énorme partie du revenu de l'entreprise. Et comment est-ce que tu gères ça, toi? Est-ce que vous utilisez des méthodes de rémunération qui sont un peu similaires ou est-ce que c'est différent? Parce que du coup, souvent, en fait, c'est des méthodes qui vont pousser les commerciaux à aller survendre ou à aller proposer des produits qui sont peut-être moins adaptés, faire ce qu'on appelle du cross-sell ou de l'upsell, donc c'est-à-dire vendre des produits qui sont complémentaires ou qui sont plus chers, mais sans forcément qu'il y ait un besoin. Comment est-ce que vous gérez ça? Notamment sur comment est-ce que tu te rémunères vis-à-vis de tes clients? Est-ce que c'est des forfaits fixes? Est-ce que tu prends des variables en fonction de leur réussite? Alors, on essaie de le faire en 2 temps. Le premier temps, ça va être du test, où là, justement, on n'a pas trop d'informations sur combien peut coûter un nouveau prospect. Donc là, on va tester une multitude de choses pour trouver la bonne formule. Et après, effectivement, on va proposer plus une période qu'on va appeler de run, où on va avoir un pricing un peu hybride. C'est-à-dire qu'on aura une partie fixe et une partie commissionnée, effectivement. Ce qui fait qu'on ne fonctionne pas à 100% commissionné, donc on n'est pas dans cet appât du gain et de la vente qui n'est pas forcément adapté à notre audience. Mais c'est des choses qu'on est en train de tester constamment, qu'on remet tout le temps en question, toujours en essayant de se dire comment est-ce qu'on peut rendre ça aussi plus éthique. Il faut que ça soit performant, bien sûr, parce que nos clients nous le demandent et on a besoin de ça comme entreprise pour perdurer. Mais voilà, on a effectivement envie de faire du marketing un domaine de l'éthique, finalement, là où souvent, et du gros en particulier, là où souvent ça ne l'est pas. Il y a de la recherche un peu sur le marketing éthique, sur le marketing durable, ou est-ce que c'est très empirique? Ouais, il y a de la recherche. Nous, on essaie d'en faire. Aujourd'hui, on a une personne chez Beyond Growth qui est dédiée à cette partie impact. Donc, je crois qu'on est une des seules boîtes avec si peu d'employés, pourtant avec quelqu'un qui est dédié à l'impact quasiment à 100%. Ok. Et son travail consiste à? Pas mal. Son travail consiste à nous faire de notre entreprise et du marketing qu'on propose quelque chose qui est le plus engagé possible. Ouais. Donc on va notamment suivre le cadre de B Corp. Ouais, ok. C'est un premier pas pour nous. On sait que c'est pas parfait, on sait qu'il y a les limites, il y a beaucoup de gens qui décrient le truc, mais nous, on a quand même voulu essayer de suivre ce cadre-là, et voir un petit peu si dans un premier temps on peut on est pending B Corp aujourd'hui. On passe de devenir B Corp. On sait qu'il y aura des choses c'est qu'un début, en fait. C'est qu'un début, ça on le sait aussi, parce que B Corp, il y a plein de choses, il y a plein de limites sur lesquelles on pourrait aller plus loin encore. Moi, j'aime beaucoup la notion d'entreprise régénératrice qui est portée par la Convention des entreprises pour le climat et par Lumia, qui est un de nos clients aussi d'ailleurs. Donc, nous, on fait des recherches de notre côté. Après, il y a de plus en plus de personnes en marketing qui le font aussi. Récemment, j'ai rencontré une personne qui essaie de faire la promotion du marketing de la décroissance. Ouais, ok. Donc, c'est intéressant. C'est curieux, c'est un peu antinomique. Ouais, c'est un peu antinomique, mais il y a des travaux universitaires aussi qui sortent sur le sujet. Moi, je fais du gros, mais je suis convaincu que la croissance infinie est impossible. Je pense que la croissance de tout projet, elle a une fin. Et c'est quoi, du coup, ton point de vue personnel sur la croissance? Tu vois, genre, quand tu fais... parce que tu me disais justement tout à l'heure, on accompagne, le but c'est d'aller plus vite. Et tu me disais aussi, plutôt, tu penses à une fin du capitalisme. C'est quoi, du coup, ton point de vue perso sur la croissance et comment est-ce qu'on doit la maîtriser dans une boîte? Je pense que la croissance, elle est utile pour viabiliser un projet. Tu vois, les notions de l'entreprise régénératrice, ça se base sur 3 P qui sont People, Planet, Profit. Ouais. Donc, la croissance, on est plus sur le P du profit, où tu viabilises un projet. Mais après, tu as 2 autres P qui sont People et Planet. Qui arrivent avant. Qui arrivent au moins en parallèle. Mais en tout cas, quand ton projet est viabilisé économiquement, c'est sûr que c'est plus simple aussi de passer plus de temps sur ces 2 autres P.
Donc, je pense que c'est intéressant pour viabiliser un projet. Mais qu'après, il faut passer à autre chose, quoi. Et, on va pas tout le temps. Et ça, c'est le problème de notre économie au sens large, c'est que on continue à être drivé par des indicateurs financiers, alors qu'on devrait passer à autre chose, quoi. J'aime beaucoup la vision économiste de Timothée Parry, qui théorise ça, qui théorise le concept de la décroissance. Et lui, d'ailleurs, après un bref échange avec lui, m'a conseillé un travail universitaire sur le marketing de la décroissance. Donc, il y a des choses qui se passent là-dessus aussi, donc c'est intéressant de voir comment on va pouvoir passer là-dessus. Si je voulais faire un épisode sur le marketing de la décroissance, ce serait avec qui il faut que je le fasse du coup? C'est un sujet que je connais pas du tout et je trouve ça hyper intéressant comme concept. Ouais. Alors, il y a une personne qui s'appelle Fanny, j'ai oublié son nom. Elle a créé un projet qui s'appelle l'Oiseau Vert. J'ai oublié son nom, donc j'ai pas envie de l'écorcher. Ça commence par un B. Mais elle essaie de se rendre visible sur LinkedIn, sur le marketing de la décroissance. J'en sais pas plus que ça. J'ai un peu discuté avec elle. J'aimerais discuter avec elle un peu plus pour y suivre un peu plus d'actu de sa part. Mais je pense que, en tout cas, elle a pas mal creusé le sujet. Et puis, écoute, peut-être que dans quelques temps, on pourra en reparler aussi. Toi et moi, on pourra en refaire un épisode là-dessus. Avec grand plaisir. Tu vois, en préparant cet épisode, je me suis dit, vas-y, on fait un épisode sur le gros hacking. Du coup, je me suis permis de demander à ChatGPT des trucs, tu vois, sur le gros hacking en me disant, pourquoi pas. Et il y avait des réponses qui étaient vraiment pas déconnantes. Notamment, tu vois, je lui ai dit, est-ce que le gros hacking, le gros marketing et écologie peuvent être compatibles? Et en fait, au lieu de me dire juste le oui-non, comme on peut avoir l'habitude, oui, ça peut être compatible, non, ça peut pas être compatible, il n'est pas du tout allé dans le thèse-antithèse. Il m'a dit, alors voilà les grands risques de ce que vous pouvez retrouver, donc notamment la surconsommation, la publicité mensongère, mais il peut y avoir une approche éthique qui peut être mise en place, qui est basée sur 3 piliers. Donc la transparence, essentiel d'être transparent dans les pratiques de gros hacking, et surtout, tu vas pas induire en erreur les consommateurs sur les bénéfices écologiques réels d'un produit ou d'un service. Donc ça, c'était le premier pilier, la transparence. Le deuxième, c'était impact mesurable. Donc en gros, c'est ce que tu me disais, hein, c'est on teste, on regarde si ça fonctionne pas. Et c'est est-ce qu'il peut être utilisé de manière responsable en s'assurant que les efforts de croissance sont mesurables en termes d'impact environnemental, par exemple, ou sur des économies. C'est pas uniquement en termes d'impact environnemental type biodiversité ou climat, mais aussi si tu as réussi à faire des économies d'énergie, si tu as fait des réductions d'émissions de carbone, donc ce que tu me disais un peu sur la partie régénératrice. Donc voilà, il y a cet impact mesurable. Et le troisième pilier qu'on n'a pas trop évoqué dans cet épisode, il me parlait de collaboration. Donc l'approche éthique du gros hacking, c'est transparence, impact mesurable et collaboration. Et du coup là, c'est travailler, c'est pas uniquement avec une équipe, hein, c'est avec des experts en durabilité, avec des acteurs de l'écologie, donc c'est-à-dire s'entourer de personnes qui savent et qui peuvent intégrer de manière plus efficace les préoccupations environnementales dans des stratégies de gros hacking. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et il y a des chances que pour les prochains épisodes, je demande plus souvent à ChatGPT de me donner deux, trois questions à poser. Sur la collaboration, vous faites comment du coup pour être au top de ces sujets? Donc tu me disais, vous avez quelqu'un en interne, mais avec qui vous vous êtes formé? Alors, on continue tout le temps à se former. Hein. Ça, c'est quelque chose on sait que on est loin d'être expert sur ces sujets. Aujourd'hui, on se repose beaucoup. Tu vois, même quand on fait le choix d'entreprises à impact avec lesquelles on va travailler, qu'est-ce qu'une entreprise à impact? Ça, c'est compliqué d'y répondre parce qu'il y a plein de choses à mesurer et nous, on n'est pas expert là-dessus, quoi. Donc, on fait aujourd'hui confiance beaucoup à d'autres acteurs qui ont identifié ces entreprises à impact, qui ont des matrices de matérialité, notamment. Et on fait aussi confiance un peu à notre flair par rapport à ce qu'on apprend au fur et à mesure. On se forme beaucoup, on essaie de faire beaucoup d'ateliers de fresques. On a fait la fresque des nouveaux récits, la fresque du climat, la fresque de la biodiversité. Là, on va faire la fresque du digital. On va faire les ateliers des adaptations au changement climatique. Ouais. D'automne, tu vois, sur les frontières planétaires aussi, etc. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on se forme progressivement.
La collaboration, on fait aussi, comme on travaille beaucoup avec des entreprises qui avancent beaucoup sur ces sujets-là, et notamment certaines personnes qui passent à mon micro, tu vois. Donc là, on a reçu Amaury Gagnon de Too Good To Go, on a reçu Arthur Aubeuf de Team for the Planet, on va discuter aussi avec Léo Miranda de la Nef, etc. Ça, c'est des gens qui font du marketing et qui ont déjà réfléchi aussi à ces questions. Donc, on se forme grâce à eux, grâce à leur expérience. Voilà. Je sais plus où je voulais en venir. Ah oui, voilà. Je voulais rebondir à ce que tu disais sur la collaboration, parce que je trouve ça important, ce que tu dis. Donc, se former et collaborer avec des experts des sujets liés à l'écologie. Ouais. Je trouve que dans la collaboration, ce qui est intéressant aussi, c'est de collaborer avec des entreprises qui travaillent sur ces enjeux-là. Donc pas seulement avec des experts de l'écologie, mais aussi avec des semblables, avec nos pairs. Tu vois, typiquement, il y a beaucoup de boîtes qui ont arrêté d'utiliser les GAFAM et tout leur réseau toute leur régie publicitaire. Donc Facebook, Google, etc. Donc ils n'ont plus envie de dépenser de budget sur ces régies publicitaires, mais ils veulent faire de l'organique. Et souvent, en fait, ils vont faire des événements, des webinaires, des conférences avec d'autres entreprises qui travaillent sur des cibles similaires, ou même avec leurs concurrents. Ça arrive aussi. Ça, on appelle ça du co-marketing. Et je pense que c'est aussi un pilier intéressant dans cet aspect de collaboration, tu vois. Rester sur du marketing organique et du marketing de collaboration, quoi, où on travaille avec des experts qui ont les mêmes valeurs et les mêmes ambitions que nous pour essayer d'être plus fort, quoi. Donc en coopération, tu vois. Ça, je trouve ça top quand même. C'est hyper intéressant. Effectivement, j'ai vraiment l'impression qu'on rentre dans une ère de la coopération, que ce soit sur, tu vois, le prêt et la location plutôt que l'achat, et du coup qui crée du lien social où j'utilise. Nous, dans le podcast, on le dit tout le temps, il n'y a aucune concurrence dans le podcast. On doit être une quinzaine de podcasts sur l'écologie en France qui sommes bien écoutés. Et aujourd'hui, on se connaît tous, on se réunit, on prend des verres de temps en temps ensemble parce que, en fait, on va pas se piquer des auditeurs, on va pas se piquer une audience. On estime que on s'élève les uns les autres en travaillant ensemble plutôt qu'en étant en concurrence. Et j'ai l'impression que c'est effectivement un pilier très très fort du développement d'une nouvelle économie un peu post-croissance aussi. Ouais. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Écoute, merci beaucoup Théo, c'était hyper intéressant. J'espère que vous avez appris quelque chose, et surtout si vous voulez lancer votre projet ou si vous voulez commencer en freelance, que vous avez toutes les données pour éviter de passer par la case dropshipping avant d'avoir un job qui a du sens pour vous. On va bien travailler pour que cet épisode sorte dans les délais, parce qu'on est un peu chargé en ce moment, mais vous l'aurez, je pense que vous entendrez ça d'ici mi-juin ou fin juin. Et puis en attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine, et puis à très bientôt Théo, peut-être pour un deuxième épisode sur le marketing de la décroissance. Avec plaisir, ouais. Mais je finirai avec un petit mot du coup pour rebondir par rapport à ce que tu dis. Ouais. C'est que s'il y a des personnes qui veulent se lancer, qui ont envie tout de suite d'avoir ce positionnement impact, ce positionnement de sens, qu'elles n'hésitent pas à me contacter. Moi, c'est avec plaisir que je leur donne les conseils, je leur partage un peu plus de choses sur mon expérience. Donc, ils peuvent me contacter sur LinkedIn. Et j'ai retrouvé le nom de la personne dont je te parlais tout à l'heure, c'est Fanny Basto de l'Oiseau Vert. Ok, ouais. Et super. Trop bien. Merci beaucoup Théo. Merci Xavier. Salut, ciao. À bientôt. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio.
Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.ecause.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.